Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. La renaissance du passage de la Châtelaine à Nantes. Nous ferons le point dans quelques instants sur le chantier de reconstruction dont le début est imminent. Nous reviendrons également sur la défaite du HBC Nantes. Rien ne va plus pour les handballeurs nantais qui se sont inclinés une deuxième fois de suite en championnat. Et puis il n'y a pas que le muscadet qui est précieux dans notre vignoble, les pierres également, car sous le sous-sol se cachent des saphirs étoilés, des pierres sans valeur marchande mais très rares. Près de 3 ans après l'incendie qui avait ravagé, les travaux du passage de la Châtelaine vont bientôt commencer, lundi prochain précisément. Et sa métamorphose sera totale, car les commerces, bien sûr, referont leur apparition entre les rues Scribe et Crébillon. Mais le nouveau lieu fera également la part belle au logement de grand standing. Petit tour du propriétaire du futur passage avec ce reportage de Nick Ressman. Les Nantais qui crébillonnent souvent le connaissent bien. Le passage de la Châtelaine, au lieu du shopping au cœur du centre-ville, détruit par un violent incendie le 1er avril 2012, jour de carnaval. Plus de 3 ans plus tard, la reconstruction de la galerie nantaise, qui relie les rues Scribe et Crébillon, peut enfin démarrer. Nécessairement, un projet de cette ampleur prend du temps et nous avons essayé de travailler dans les délais les plus courts possibles. Dès l'origine de ce dossier, notre souhait a été de reconstruire ce passage. Plus grand, le nouveau passage de la Châtelaine comprend un espace commercial de 2500 m² sur 3 niveaux. 11 enseignes s'y installeront. La contrainte était de conserver le point d'entrée côté rue Crébillon et de poursuivre en fait l'ensemble commercial depuis la rue Crébillon vers une liaison plus naturelle avec la rue Scribe. Au-dessus de la galerie, 37 appartements, 2 standings. Ils changeront de propriétaire pour le prix considérable de 5 500 € par mètre carré. Il s'agit de 37 logements qui vont du T1 bis au type 4. Ils se font en 2 bâtiments qui s'articulent autour d'un jardin central. L'ouverture du nouveau passage est prévue pour avril 2017, un événement attendu avec impatience. Ça nous manque, l'animation. Avant, on avait des boutiques, donc c'était très agréable. Et là, de ne plus avoir ce vide, donc ça fait mal. Je le connais depuis presque 50 ans. C'était très facile en centre-ville d'aller d'une rue à l'autre, en voyant les magasins, en pouvant faire des achats. En plus de l'extension du passage Pommeraye, la nouvelle galerie de la Châtelaine viendra conforter l'offre commerciale dans l'hypercentre piétonnier. Si vous empruntez régulièrement le pont de Mauves-sur-Loire, sachez qu'une circulation alternée sera mise en place à partir de lundi prochain et jusqu'au vendredi 6 novembre. En dehors des heures de pointe, c'est-à-dire entre 9h30 et 16h30, le conseil départemental doit y mener des investigations géotechniques. Et puis, autre chantier de transport dans le secteur de Saint-Gildas-des-Bois. Cette fois, la SNCF va mener des travaux de modernisation d'un pont-rail sur la ligne Savenay-Redon. Le chantier va commencer en ce mois d'octobre. Il durera jusqu'à fin mars 2016. Le financement participatif est souvent une aubaine pour les artistes ou les associations, mais également pour les sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables. Dans le Pays de Ré, l'entreprise Valorem lance un appel auprès des particuliers pour financer ses projets éoliens. Elle gère déjà plusieurs parcs dans le département et espère collecter 500 000 € pour développer son activité, avec un retour sur investissement pour les particuliers. C'est un reportage d'Anne Judic. Exercice d'évacuation ce matin pour l'équipe de Valémo. Cette filiale de Valorem entretient les éoliennes du Pays de Ré. Bientôt, il y en aura 6 de plus du côté de Saint-Hilaire de Chaléon. Pour les financer et se développer, la société demande aux particuliers de lui prêter 500 000 €. Ce qu'on cherche, c'est à tisser un lien durable avec le territoire sur lequel on vient travailler. Donc on se dit qu'en permettant aux gens de s'investir au maximum dans le projet, la relation va être durable avec le territoire. Nous, on développe, on construit et puis également on exploite les machines. Donc on n'est pas là pour un moment précis sur un territoire, on est là sur une période longue. C'est la plateforme Landosphère qui héberge cette opération. Elle est spécialisée dans les projets de développement durable. Le particulier s'engage à prêter sur 5 ans une somme minimum de 50 €, rémunérée à 5% et même 7% pour les habitants des cantons de Machecou, Pornic, Saint-Brévin et Saint-Philbert de Grandlieu, proches donc des parcs éoliens. Je pense que c'est quand même une bonne idée parce que oui, ceux qui habitent à côté, ça peut être un peu gênant au niveau du bruit. Et si eux, ils peuvent participer en retour, ils ont quelque chose en plus, ça peut être pas mal. Ça peut être incitatif vis-à-vis des gens, mais après, il faut voir au cas par cas. À 16h ce jeudi, 18 prêteurs se sont déjà fait connaître, totalisant 8 880 €, avec des sommes moyennes plutôt élevées.
Au-delà de l'intérêt financier, certains y voient un vrai soutien au développement des énergies renouvelables. À Saint-Michel-Chef-Chef, les 5 éoliennes produisent de l'électricité équivalent aux besoins de 11 000 personnes, soit presque 3 fois plus que le nombre d'habitants de la commune. Place au geste, c'est en ce moment à Nantes, sur la plaine de jeu des Dervalières. Comme chaque année, les collégiens peuvent aller à la rencontre des professionnels pour découvrir des dizaines de métiers différents. Et ça continue demain, vendredi, de 10h à 16h. Un concours de photos avec téléphone mobile est également organisé. Le thème, photographier un geste professionnel. Après sa victoire à Lille, le FC Nantes espère enchaîner ce week-end face à Nice. Problème, les Canaris seront très diminués pour ce déplacement à l'Alliance Riviera. Wilfried Moimbé et Emiliano Sala seront forfaits. Loïc Sana et Youssouf Sabali sont très incertains. Côté niçois, Tem Ben Arfa sera bien là, lui qui vient d'inscrire 4 buts en 2 rencontres. Faut-il craindre le meneur de jeu azurin? Je vous propose d'écouter Michel Derzakarian au micro de Yannick Lenné. Ben Arfa me fait peur. Personne qui me fait peur. On a joué Paris, des joueurs qualité supérieure à Ben Arfa, mais aujourd'hui Ben Arfa il est revenu à un très bon niveau, il est capable de perforer une défense à lui seul, il l'a démontré contre Saint-Etienne. Ouais, il a une qualité de passe et une qualité de frappe. Ouais, c'est un joueur talentueux qui a retrouvé un physique de sportif de haut niveau. C'est un joueur dangereux. Et pour tout savoir de cet avant-match, ce soir sur notre antenne, vous avez rendez-vous avec l'émission Fou de foot. À 19h20, Olivier Caillé reçoit Léo Dubois, le jeune latéral droit du FC Nantes, mais également Laurent Guyot, l'ancien Canari et actuel directeur de l'académie du Toronto Football Club au Canada. Le HBC Nantes est dans le dur en ce moment. Les hommes de Thierry Henty se sont inclinés pour la 2e fois consécutive en championnat, cette fois sur le terrain de Cesson-Rennes. Score final 32-29. Le résumé de cette rencontre avec Julien Herpin. Les Cessonnais peuvent exulter pour ce premier derby de la saison. Ce sont eux qui ont donné la leçon à leurs voisins nantais. Un succès qui s'est construit sur le manque de solidité défensive des hommes de Thierry Henty. Seulement 3 arrêts pour l'Argentin Schulz, 5 pour le jeune Cantegrel. Résultat, les Cessonnais de Yarim Silla trouvent facilement des solutions, là où Nicolas Clerc et ses coéquipiers peinent. Comme à Chambéry la semaine passée, le H encaisse plus de 30 buts, trop pour espérer s'imposer. Malgré les bonnes prestations de Tourna et de Rivera, cela ne suffit pas. Au final, Cesson s'impose 32-29. Les Nantais, avec seulement un succès en 4 rencontres, ont encore du travail. D'autant que c'est un sommet qui les attend la semaine prochaine, avec la réception de Saint-Raphaël, actuel second du championnat. Le sous-sol du vignoble cache de minuscules trésors, des saphirs étoilés. C'est une pierre très rare et en Loire-Atlantique, on en trouve à un seul endroit, une parcelle sur la commune du Palais. Leur valeur marchande est quasi nulle. Par contre, elle témoigne de la richesse des sols du vignoble nantais et très régulièrement, des étudiants partent à leur recherche. C'est un reportage de Denis Vanier. À l'heure où d'autres sont aux champignons, ces étudiants ratissent le vignoble nantais. Non mais c'est pas ça, mais c'est quoi? C'est bien bleu. C'est bleu. Bravo. 2e. Ah, magnifique. Entre les pieds de melon de Bourgogne, des saphirs. La roche sur laquelle pousse cette parcelle de vigne, dans laquelle on trouve les saphirs étoilés, c'est une roche particulière, c'est une péridotite, une roche du manteau qui a été transformée en serpentine par l'altération et dans laquelle on trouve ces saphirs étoilés. C'est un peu un jeu d'enfant d'essayer de trouver du saphir, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, surtout pour moi qui n'ai pas du tout l'habitude de chercher des pierres, c'est très ludique. Ce gisement de saphir étoilé est unique en France, limité à une seule parcelle de vigne de la commune du Palais. Pour trouver des cristaux comparables, il faudrait aller au Laos. Alors il ne faut pas se tromper, c'est pas parce que c'est marqué saphir que c'est une pierre de grande valeur. Par exemple, les pierres qu'on trouve ici, elles valent rien du tout en termes financiers parce qu'elles ne sont pas transparentes et on ne peut pas les tailler pour les monter en bijoux. Aucun risque de rush donc sur cette parcelle du château de la Mercredière. En revanche, la roche qui donne naissance au saphir, la serpentinite, est idéale pour le muscadet. C'est une roche assez aride et la vigne aime bien les terrains qui sont arides. Ça donne des vins qui ont beaucoup de minéralité et des arômes très particuliers qu'on aime bien retrouver. Un petit goût de noisettes grillées pour une production d'environ 10 000 bouteilles. Sur ce terroir, le raisin a finalement plus de valeur que le saphir étoilé. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à demain. Très bonne soirée sur notre chaîne.